Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 1. Elric des Dragons. Chapitre 8. La cité au miroir. Le prince Irkoun était satisfait. Ses plans étaient respectés. Il regarda par les fentes de la palissade qui entourait la terrasse sur le toit de sa maison. Une maison à 3 étages, la plus jolie de Dooskam. Son regard était dirigé vers le port où étaient mouillés les splendides navires qu'il avait pris. Tous les navires qui étaient entrés dans le port en battant pavillon d'une nation peu puissante avaient ainsi été capturés. Cela avait été d'autant plus difficile que le grand miroir, monté sur ses piliers, au-dessus de la cité, ne manquait jamais de darder ses rayons vers les hommes de tous les équipages. Des démons avaient construit ces piliers, et le prince Irkoun leur avait donné en échange l'âme des habitants des pays d'Oin et de Yu qui lui avaient résisté. Maintenant, il ne restait plus qu'une chose à faire avant de marcher sur Melniboné avec sa nouvelle armée. Il se retourna pour parler à sa sœur. Simoril était étendue sur un banc de bois, contemplant le ciel d'un regard absent. Elle portait toujours la robe qu'elle avait le jour où Irkoun l'avait enlevée dans sa tour, et qui n'était plus maintenant que lambeau informe. Regarde notre flotte, Simoril. Elle nous conduira sans encombre jusqu'à Imrir. Pendant que les frégates dorées sillonnent la mer, nous nous emparerons de la cité. Elric ne peut plus rien faire contre nous. Il est tombé dans mon piège, et avec une telle allégresse. Quel idiot, et quelle idiote tu as été de lui accorder ton affection. Simoril ne dit mot. Ces derniers mois durant, Irkoun avait ajouté des drogues à la nourriture et à la boisson de sa sœur, qui était maintenant dans un état léthargique comparable à celui où se trouvait Elric chaque fois qu'il ne prenait pas ses remèdes. À force d'user de ses pouvoirs magiques, Irkoun était devenu maigre, hagard et négligé. Il ne se souciait plus de sa mise. Simoril aussi avait cet air négligé et hagard, mais sans pour autant perdre de sa beauté. On eût dit que la torpeur de Dooskam les avait gagnés tous les deux de façon différente. Mais ne t'inquiète pas pour ton avenir. Poursuivit Irkoun. Il rit intérieurement.
Tu seras toujours l'impératrice. Tu siégeras toujours aux côtés de l'empereur sur le trône de rubis. La seule différence, c'est que ce sera moi l'empereur. L'agonie d'Elric sera longue. Une agonie sublime qui défiera sa propre imagination. Tu es insensé, Irkun, dit-elle sans même se retourner vers son frère. Elle avait parlé d'une voix distante et caverneuse. Insensé. Voyons, ma sœur, est-ce là une parole digne d'une vraie Melnibonéenne? Nous, Melnibonéens, n'employons jamais le terme sensé ou insensé. Les hommes sont ce qu'ils sont. Ils font ce qu'ils font. Peut-être es-tu déjà resté trop longtemps dans les jeunes royaumes, et peut-être commences-tu à adopter leur mentalité. Non. Mais nous allons bientôt remédier à tout cela. Nous allons revenir à l'île aux dragons en triomphateur, et tu oublieras ces mauvais jours, comme si tu avais regardé dans le miroir des souvenirs. Il jeta un regard anxieux vers le haut de la colline, comme s'il se fût attendu d'un moment à l'autre à voir le miroir darder ses rayons sur lui. Simoril ferma les yeux. Elle respirait bruyamment et très lentement. Elle avait jusqu'alors fait preuve d'un grand courage. Ce courage était la conviction qu'Elric viendrait finalement la sauver. C'était là le seul espoir qui lui permettait de se raccrocher à la vie. Si cet espoir devait être déçu, elle se donnerait la mort et s'en serait finie d'Irkun et de ses horreurs. Ah, t'ai-je dit que la nuit dernière, j'ai réussi à invoquer les démons? De puissants démons occultes. Ils m'ont appris tout ce qu'il me restait à apprendre, et j'ai enfin ouvert la porte des ténèbres. Bientôt, je passerai cette porte, et je trouverai ce que je cherche. Je serai alors le plus puissant mortel de la Terre. Te l'ai-je déjà raconté, Simoril? Tout cela, il l'avait en fait déjà raconté plusieurs fois ce matin même. Mais Simoril ne lui prêtait toujours pas plus d'attention. Elle se sentait lasse. Elle voulait dormir. Lentement, elle dit comme un leitmotiv. Je te hais, Irkun. Oui, mais bientôt tu m'aimeras, Simoril. Très bientôt. Elric viendra avant. Elric? Ah! Il se tourne les pouces dans sa tour, à attendre des nouvelles qui ne lui parviendront jamais, sinon le jour où je les lui apporterai en personne. Elric viendra, dit-elle. Irkun poussa un grognement. Une Aunienne au visage grossier venait lui apporter son vin du matin. Il prit la coupe et but le breuvage. Puis il le recracha au visage de la fille qui, tremblante, baissa aussitôt la tête. Irkun prit alors la cruche et la vida sur la poussière blanche du toit. Voilà le sang de navet d'Elric. Voilà comment il jaillira de son corps. Simoril n'écoutait plus. Elle pensait à son amant, aux jours heureux qu'ils avaient passés ensemble depuis leur plus tendre enfance. Irkun jeta la cruche vide au visage de la fille, mais elle s'esquiva, murmurant ce qu'elle murmurait chaque fois qu'Irkun l'attaquait ou l'insultait. Merci, Seigneur démon, merci, Seigneur démon. Irkun rit. Oui, Seigneur démon, ton peuple a raison de m'appeler ainsi, car je gouverne plus de démons que d'hommes. Ma puissance grandit de jour en jour. L'Onienne courut chercher une autre cruche, car elle savait que son maître allait redemander du vin d'un moment à l'autre. Irkun alla à l'autre extrémité de la terrasse pour contempler par les fentes de la palissade le symbole de sa puissance. Mais, alors qu'il regardait les navires, un brouhaha s'éleva à l'autre bout de la terrasse. Étaient-ce les Yuriens et les Oniens qui se battaient? Où se trouvaient les centurions d'Imrir? Où se trouvait le capitaine Valaharic? Il se précipita de l'autre côté du toit et regarda dans la rue. Simoril semblait s'être endormi. Le feu? Murmura-t-il. Un incendie? Il est vrai qu'un incendie semblait s'être déclaré dans les rues. Mais il ne s'agissait pas d'un incendie ordinaire. Des boules de feu volaient de tous côtés, embrasant des toits de chaume, des portes, enfin tout ce qui était la proie facile du feu. Une armée d'envahisseurs qui mettait le feu à la cité. Irkun fronça les sourcils. Peut-être s'était-il trompé et avait-il jeté un maléfice sur lui-même. Il regarda vers le fleuve et vit un navire étrange, un navire d'une beauté et d'une grâce remarquables, un navire qui semblait être plus l'œuvre de la nature que de l'homme. Il sut alors qu'une attaque avait été déclenchée. Mais par qui? Il n'y avait rien à piller.
Ce ne pouvait pas être les soldats d'Imrir. Ce ne pouvait pas être Elric, Ah, ce n'est sûrement pas Elric. grommela-t-il. Le miroir, il faut le tourner vers les envahisseurs. Et sur toi aussi, mon frère dit Simoril qui s'était relevé en vacillant et qui s'appuyait à la table. Elle souriait. Tu étais trop sûr de toi, Irkun. L'envahisseur en question, c'est Elric. Elric? Ah, c'est insensé. Non, 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 ce sont de simples barbares de l'intérieur des terres. Lorsqu'ils seront arrivés au centre de la cité, nous pourrons tourner le miroir des souvenirs dans leur direction. Puis, se précipitant vers la trappe qui accédait à sa maison, il cria. Capitaine Valaric! Valaric, où êtes-vous? Valaric apparut, ruisselant de sueur. Il tenait une lame dans sa main gantée, mais ne semblait pas s'en être encore servi. Préparez le miroir, Valaric, tournez-le vers les attaquants. Mais, monseigneur, nous risquons de... Dépêchez-vous, faites ce que je vous dis. Nous ajouterons bientôt ces barbares à l'effectif de nos forces, sans oublier leurs navires. Des barbares, monseigneur? Les barbares peuvent-ils commander les élémentaires du feu? Ces choses contre lesquelles nous luttons, ce sont des esprits du feu. Ils sont invulnérables, tout comme le feu. On peut détruire le feu par l'eau. Rappela le prince Irkun à son lieutenant. Par l'eau, Valaric. L'avez-vous oublié? Mais, prince Irkun, nous avons essayé d'apaiser les esprits avec l'eau, mais l'eau refusait de quitter nos seaux. Un sorcier puissant est à la tête des envahisseurs. Il bénéficie de l'aide des esprits du feu et de l'eau. Vous êtes fou, capitaine Valaric, dit Irkun sèchement. Fou. Préparez le miroir et cessez ces simagrées. Valaharic passa sa langue sur ses lèvres sèches. Oui, monseigneur. Il s'inclina et s'en alla exécuter les ordres de son maître. Irkun retourna à la palissade et regarda dans la rue. Il y avait maintenant des hommes qui se battaient avec les soldats, mais la fumée l'empêchait d'identifier les envahisseurs. Savourez bien votre piètre victoire, Se dit Irkun en riant. car bientôt le miroir emportera vos souvenirs et vous serez mes esclaves. C'est Elric, dit Simoril très calmement. Elle sourit. Elric vient prendre sa revanche, mon frère. Irkun ricana. Ah oui, tu crois ça? Eh bien, même si c'est vrai, il ne me trouvera pas, car j'ai encore un moyen de lui échapper. Il ne trouvera que toi, et dans un état qui ne sera pas sans lui déplaire. Mais ce n'est pas Elric, c'est un de ces chamans des steppes de l'Est. Il sera bientôt en mon pouvoir. Simoril regardait aussi par les planches de la palissade. C'est Elric, répéta-t-elle. Je vois son aume. Quoi? Fit Irkun en la poussant de côté. En bas, dans la rue, les Imiriens s'entretuaient. Cela ne faisait plus aucun doute. Les hommes d'Irkun, des Imiriens, des Oniens et des Yuriens, étaient refoulés. Et à la tête des attaquants imiriens émergeait un aume noir à l'effigie du dragon qui ne pouvait être qu'un aume melnibonéen. C'était celui d'Elric, et son épée sanglante, qui avait jadis appartenu au comte Obek de Malador, lançait ses feux dans la lumière du matin. Irkun resta un moment abasourdi. Il grommela. Elric, nous nous sous-estimons toujours. Quelle malédiction s'acharne sur nous. Simoril avait redressé la tête, et son visage s'animait de nouveau. Je le disais bien qu'il viendrait, n'est-ce pas, mon frère? Irkun fit volte-face. Oui, il est venu, et le miroir lui dérobera ses souvenirs, et il sera mon esclave, acceptant tout ce que j'instillerai dans son cerveau. Ah, voilà qui est encore mieux que ce que j'avais imaginé, ma sœur. Ah! Il regarda vers la colline, puis se cacha les yeux derrière son bras, se rendant compte de ce qu'il avait fait. Vite, descendons, le miroir commence à tourner. Il y eut alors un horrible grincement de poulies et de chaînes. Le redoutable miroir des souvenirs se tournait vers les rues de la cité. Elric et ses hommes ne tarderont pas à augmenter l'effectif de mes forces. Oh, ironie sublime. Irkun fit descendre sa sœur à l'échelle qui accédait à ses appartements, puis referma la trappe sur lui. Elric lui-même participera à l'attaque d'Imrir. Il se fera le destructeur de sa propre race. Il sera chassé du trône de Rubis.
Ne penses-tu pas qu'Elric connaît les dangers du miroir des souvenirs, mon frère demanda Simoril, non sans quelque satisfaction. Il les connaît certainement, mais il ne peut y parer. Pour se battre, il doit voir. Il a donc le choix entre être abattu ou bien ouvrir les yeux. Personne ne peut résister au pouvoir du miroir. Il jeta un regard circulaire dans la pièce pauvrement meublée. Où est Valaric? Où est ce malotru? Valaric arriva en courant. Le miroir tourne, monseigneur, mais il va toucher nos hommes également. J'ai peur que... Cessez d'avoir peur. Quelle importance si nos hommes subissent ces effets? Nous pourrons bientôt leur instiller dans la tête ce qu'ils ont besoin de savoir. Nous ferons de même pour nos prisonniers. Ne vous affolez pas ainsi, capitaine. Mais c'est Elric qui est à leur tête. Et Elric a des yeux, comme tout le monde, même s'il ressemble à des pierres rouges. Il subira le même sort que ces hommes. En bas, dans les rues voisines de la maison du prince Irkun, Elric, Divim Tvar et les soldats imiriens refoulaient l'ennemi démoralisé. Du côté des attaquants, il n'y avait aucune victime. Par contre, du côté des Oniens et des Yuriens, les morts étaient nombreux. Dans les rues gisaient des corps, parmi lesquels quelques renégats imiriens. Les élémentaires du feu, qu'Elric avait invoqués non sans peine d'ailleurs, se dispersaient peu à peu, car il leur coûtait un grand effort de rester si longtemps sur le niveau d'Elric. Mais ils avaient la situation bien en main, et l'issue de la bataille était proche. Une centaine de maisons au moins étaient en feu. L'incendie se propageait dans toute la cité. Les défenseurs devaient redoubler de vigilance de peur que les massures ne s'écroulent sur eux. Dans le port, les navires aussi étaient en flammes. Divim Tvar fut le premier à remarquer que le miroir tournait en direction de la cité même. Il montra du doigt, d'un doigt accusateur, le miroir puis sonna de son corps. Il ordonna aux hommes qui n'avaient encore joué aucun rôle dans la bataille d'intervenir. Maintenant, à vous de nous guider! Cria-t-il, et il abaissa la visière de son aume. Les œillères en étaient bloquées si bien qu'il ne voyait rien. Elric abaissa lentement la visière de son aume à son tour. Il fut alors plongé dans l'obscurité totale. Les rumeurs de la bataille lui parvenaient. Les vétérans avaient pris la relève des autres troupes qui se retiraient maintenant. Ceux qui étaient en tête n'avaient pas fermé leurs œillères. Elric pria pour que son plan réussît. Caché derrière la tenture, Irkun jeta un coup d'œil furtif et demanda d'un ton plaintif. Valaric, ils se battent toujours. Pourquoi le miroir n'a-t-il pas tourné? Il devrait l'être, monseigneur. Mais regardez! Les Émiriens refoulent toujours nos défenseurs, et nos hommes commencent à subir les effets du miroir. Que se passe-t-il, Valaric? Que se passe-t-il? Valaric émit un léger sifflement d'admiration en voyant les Émiriens. Ils sont aveugles, dit-il. Ils se guident avec l'ouïe, le toucher et l'odorat. Ils sont aveugles, monseigneur. Elric et ses hommes, avec leur aume qui leur protège les yeux, les suivent. Aveugles? Répéta Irkun sur un ton presque pathétique, refusant de comprendre. Aveugles? Oui, des soldats aveugles. Des soldats qui sont devenus aveugles au cours d'anciennes guerres, mais qui n'en sont pas moins restés de bons soldats. C'est ainsi qu'Elric s'est joué de notre miroir, monseigneur. Non, non! Il asséna un grand coup dans le dos du capitaine, qui fit un écart. Elric n'est pas si rusé que ça. C'est un démon qui lui a donné cette idée. Peut-être, monseigneur, mais existe-t-il des démons plus puissants que ceux qui vous ont octroyé leur aide? Non, dit Irkun. il n'en existe pas. Je pourrais les invoquer maintenant, mais j'ai épuisé toutes mes forces à ouvrir la porte des ténèbres. J'aurais dû y songer avant, je ne pouvais pas imaginer que... Elric, je te tuerai lorsque les épées runiques seront entre mes mains. Puis Irkun fronça les sourcils. Et comment a-t-il pu? Quel démon, lui! À moins qu'il n'ait invoqué Arioche. Mais il n'a pas pu le faire. Même moi, je n'ai pas pu l'invoquer. Puis les rumeurs de la bataille s'élevèrent. Comme pour répondre à toutes ces questions, une incantation s'éleva à son tour. Arioche! Arioche! Du sang et des âmes pour le seigneur Arioche! Je dois absolument me procurer les épées runiques, et pour cela franchir la porte des ténèbres. J'ai encore des alliés là-bas, des alliés surnaturels qui prendront soin d'Elric si cela est nécessaire. Mais il me faut du temps. Se disait Irkun en arpentant la salle à grands pas. Valaric, de son côté,
observait toujours les combattants. Il se rapproche, Dit le capitaine. Simoril sourit. Il se rapproche, Irkun. Qui est définitivement l'idiot? Elric ou toi? Tais-toi! Je crois que... Je, je crois que... Fit Irkun en se mordant les lèvres. Puis un éclair passa dans ses yeux. Il jeta alors un regard sournois vers Simoril et se tourna du côté du capitaine Valaric. Valaric, vous allez détruire le miroir des souvenirs. Le détruire? Mais c'est la seule arme dont nous disposons, monseigneur. C'est exact, mais elle ne nous sert plus à rien maintenant. Ah non? Détruisez-le, c'est notre seule chance. Ordonna Tirkun en montrant la porte du doigt. Allez détruire le miroir. Mais, prince Irkun, enfin, je veux dire, empereur Irkun, n'abandonnons-nous pas ainsi la seule arme dont nous disposons? Faites ce que je vous dis, Valaric, ou vous êtes un homme mort. Mais comment le détruire, monseigneur? Avec votre épée. Vous escaladerez le pilier qui le soutient, puis vous le frapperez d'un coup de lame, mais sans jamais regarder dedans. Vous le briserez facilement. Vous savez toutes les précautions que j'ai dû prendre pour ne pas le casser. Est-ce tout ce que je dois faire? Oui. Vous serez libre ensuite. Libre de vous enfuir ou de faire ce que bon vous semblera. Ne devons-nous pas marcher sur Melniboné? Non. Non, non, j'ai songé à un autre moyen de prendre l'île au dragon. Valaric haussa les épaules, l'air sceptique. Mais que pouvait-il faire sinon suivre Irkun? Autrement, c'était la torture qui l'attendait avec Elric. La tête basse, le capitaine se retira. Il s'en fut exécuter les ordres du prince. Et maintenant, Simoril, Fit Irkun avec un sourire perfide en saisissant sa sœur par les épaules. maintenant, c'est l'heure de te préparer pour la venue de ton amant. Un des soldats aveugles cria. Ils ne résistent plus, monseigneur. Ils sont épuisés et tombent sous le plus léger coup. Comment cela se fait-il? Le miroir leur a dérobé tous leurs souvenirs, Répondit Elric en se retournant du côté d'où venait la voix du soldat. Conduisez-nous maintenant dans une maison qui soit à l'abri des rayons du miroir. Ils arrivèrent finalement dans une sorte d'entrepôt assez grand pour abriter tous leurs effectifs. Ils refermèrent les portes derrière eux et se mirent à élaborer des plans. Oh, nous devons retrouver Irkun, Déclara Divim Tvar. Nous n'avons qu'à interroger un de ces soldats. Je n'en vois pas l'intérêt, mon ami, fit Elric. Ils ont perdu la mémoire. Ils ne se rappelleront absolument plus rien. Ils ne se rappellent même pas ce qu'ils sont, ni qui ils sont. Allez voir derrière ces volets quelle maison pourrait être celle de mon cousin. Divim Tvar se dirigea vers les volets et regarda au dehors. Oui, il y a une maison plus grande que les autres où les rescapés de la bataille semblent s'être réfugiés, à en juger par l'agitation qui y règne. Ce pourrait fort bien être la forteresse d'Irkun. Nous devrions pouvoir la prendre d'assaut assez facilement. Elric le rejoignit. Oui, Je pense aussi qu'Irkun se cache là-bas. Mais nous devons faire vite, car il peut décider de tuer Simoril. Nous devons trouver le meilleur moyen de nous rendre là-bas et indiquer à nos soldats aveugles le nombre de rues, de maisons, jusqu'à la maison d'Irkun. Qu'est-ce que ce bruit étrange? Fit un des soldats en levant la tête. On dirait un gong. Oui, je l'entends aussi, dit un autre soldat. Elric l'entendait également. Un bruit sinistre. Un bruit qui venait d'en haut et qui emplissait l'air. Le miroir, S'exclama Divim Tvar. le miroir n'a-t-il pas des effets que nous ignorons? C'est possible, répondit Elric en essayant de se rappeler ce qu'Arioche lui avait dit. Mais c'était si vague. Il n'avait d'ailleurs même pas fait allusion à ce bruit terrifiant, ce fracas épouvantable, comme si... Il est en train de briser le miroir! S'exclama-t-il à son tour. Mais pourquoi? Une idée surgit alors dans son esprit, comme inspirée par le bruit lui-même. Peut-être Irkun est-il mort, et sa magie se meurt elle aussi? Commença Divim Tvar. Puis il poussa un gémissement. Et puis, Elric comprit. Il se boucha les oreilles. Les souvenirs que le miroir avait dérobés, ils affluaient maintenant dans son esprit.
Le miroir avait été brisé, et maintenant il libérait tous les souvenirs rassemblés au cours des siècles, des millénaires même peut-être. Nombre de ces souvenirs n'étaient même pas humains. C'étaient les souvenirs d'animaux et de créatures douées d'intelligence qui avaient existé avant la naissance de Melniboné. Et tous ces souvenirs cherchaient leur place dans le cerveau d'Elric, dans le cerveau des Imériens, dans le cerveau des hommes qui poussaient des hurlements pitoyables dans les rues, dans le cerveau du capitaine Valaharic, le renégat, qui était tombé du grand pilier du miroir, accompagnant celui-ci dans sa chute. Mais Elric n'avait pas entendu le hurlement du capitaine Valaharic. Il ne l'avait pas non plus entendu rebondir sur le toit d'une maison pour s'écraser ensuite sur la chaussée, le cadavre désarticulé enseveli sous les débris du miroir. Elric se tordait de douleur sur le sol de l'entrepôt, essayant de chasser de son esprit 1000 souvenirs qui n'étaient pas les siens, des souvenirs d'amour, de haine, de sentiments étranges et d'autres qui l'étaient moins, des souvenirs de guerre, de voyage, de parents qui n'étaient pas ses parents, d'animaux, de navires, de cités, de combats, de scènes d'amour, de craintes, de désirs. Et tous ces souvenirs luttaient les uns contre les autres pour s'emparer de son cerveau, menaçant même de chasser ses propres souvenirs, et ainsi d'altérer sa personnalité. Tout ce temps durant, il répétait un nom, toujours le même, pour essayer de préserver son identité. Elric, Elric, Elric. Et, au prix d'un effort aussi grand que celui qu'il avait dû fournir pour invoquer Arioche, il réussit à chasser ses souvenirs pour ne conserver que les siens propres. Puis, tout tremblant, épuisé, il décolla ses mains de ses oreilles et se tut. Il se redressa et regarda autour de lui. Plus des 2 tiers de son armée étaient morts. Le maître d'équipage était mort aussi. Il gisait là, les yeux ouverts, les lèvres tordues, le visage souillé de sang. Les corps gisaient dans d'étranges postures. Tous avaient les yeux ouverts, quand ceux-ci n'avaient pas été arrachés. Nombreux étaient ceux qui semblaient s'être mutilés. On voyait çà et là des vomissures, des cervelles qui étaient venues s'écraser sur les murs. Divim Tvar était roulé en boule dans un coin, et marmonnait quelque chose. Elric se demanda s'il n'était pas devenu fou. Les autres survivants montraient des signes extérieurs de folie, mais ils étaient calmes. Ils n'étaient pas dangereux. Ils étaient 5 seulement, y compris Elric, à avoir résisté à cette invasion de souvenirs et à avoir gardé tout leur bon sens. Tous les autres semblaient avoir été foudroyés par une crise cardiaque. Divim Tvar, fit Elric en posant la main sur l'épaule de son ami. Divim Tvar. Celui-ci dégagea son bras de par-dessus sa tête et regarda Elric. Dans ses yeux se lisait la lassitude d'un homme vieux de 20 000 ans et une certaine ironie. Je ne suis pas mort, Elric. Peu d'entre nous sont demeurés en vie. Ils quittèrent l'entrepôt un peu plus tard. Ils n'avaient plus à redouter le miroir responsable de tous ces morts qui recouvraient maintenant la chaussée. Des mains immobiles, rigides, se tendaient vers eux. Des lèvres figées imploraient leur aide, muettes. Elric ne voulait pas voir ce spectacle. Et, cependant, alors qu'il enjambait les cadavres, sa soif de vengeance se faisait plus impérieuse. Ils arrivèrent devant la maison d'Irkoun. La porte était ouverte, et derrière elle s'étendait un océan de cadavres. Mais aucune trace du prince Irkoun. Elric et Divim Tvar, suivis des quelques survivants de l'armée imirienne, enjambèrent d'autres cadavres dans l'escalier qui les conduisait à l'étage supérieur. C'est là qu'ils devaient trouver Simoril. Elle était allongée sur une couche. Sa peau nue était couverte de runes obscènes. Elle avait les yeux mi-clos. Elle ne reconnut pas immédiatement les nouveaux arrivants. Elric se précipita vers elle et la prit dans ses bras. Tout son corps était singulièrement froid. C'est lui qui m'a endormi, Dit-elle alors. d'un sommeil magique dont lui seul peut m'arracher. Puis elle bâilla. J'ai réussi à rester éveillé jusqu'à maintenant, au prix d'un grand effort de volonté, car Elric venait. Elric est ici, dit son amant d'une voix douce. Je suis Elric, Simoril, Elric, demanda-t-elle, toujours dans ses bras. tu, tu, tu dois retrouver Irkoun, car lui seul peut me délivrer de cette torpeur. Où est-il parti?
fit Elric. Les traits de son visage s'étaient durcis. Ses yeux pourpres étaient devenus féroces. Où? Il est parti chercher les 2 épées noires, les épées runiques de nos ancêtres, Moonblade Et Stormbringer, poursuivit Elric dans une grimace. Les 2 épées maléfiques. Mais par où est-il passé, Simoril? Comment a-t-il pu nous échapper? par la porte des ténèbres. Il a conclu un pacte avec les démons afin de pouvoir franchir cette porte. L'autre pièce, Simoril avait finalement sombré dans le sommeil, mais une certaine sérénité régnait sur son visage. Elric se retourna pour voir Divim Tvar traverser la pièce, l'épée en main, et ouvrir violemment la porte. Une odeur infecte le saisit à la gorge. La pièce était plongée dans l'obscurité. Quelque chose bougea au fond. Oui, la sorcellerie a opéré, dit Elric. Et Irkun a déjoué mes plans. Il a conjuré la porte des ténèbres de le laisser passer. Et maintenant, il doit être dans un des royaumes des enfers. Mais dans quel royaume? Cela je l'ignore, car il y a une multitude de royaumes. Oh, Rioche, je donnerais cher pour savoir où est mon cousin. Alors lance-toi à sa poursuite, murmura une douce voix sardonique à l'oreille d'Elric. L'albinos crut d'abord que c'était un dernier souvenir du miroir qui tentait de s'emparer de lui, mais il comprit vite que c'était Arioche lui-même qui lui parlait. Que tes compagnons s'éloignent, afin que je puisse te parler, dit Arioche. Elric hésita. Il ne tenait pas à se retrouver seul avec Arioche. Il voulait être seul avec Simoril, car il pleurait. Des larmes ruisselaient de ses yeux pourpres. En te parlant, je pourrais peut-être faire revenir Simoril à son état normal, dit la voix. Et de plus, je t'aiderai à vaincre Irkun et à te venger de lui. En fait, je pourrais peut-être faire de toi le plus puissant des mortels qui ait jamais existé. Elric leva les yeux vers Divim Tvar. Je vous demande de me laisser seul quelques instants. Bien sûr, fit Divim Tvar en emmenant ses hommes et en refermant la porte sur lui. Arioche s'appuya sur cette porte. Il avait de nouveau l'apparence d'un beau jeune homme. Il souriait d'un sourire ouvert et amical. Seuls ses yeux de vieillard trahissaient son âge. Il est l'heure pour toi d'aller chercher les épées noires, Elric, dit Arioche. De crainte qu'Irkun ne les trouve avant toi. Je te préviens, avec ses épées runiques, il sera assez puissant pour détruire la moitié du monde. Et c'est pour cela que ton cousin affronte en ce moment les dangers du royaume qui se trouve au-delà de la porte des ténèbres. S'il s'empare de ses épées avant toi, cela signifiera la fin, pour toi, Simoril, les jeunes royaumes, et probablement aussi la chute de Melniboné. Je t'aiderai à trouver les 2 épées runiques dans les enfers. Elric dit alors d'un ton songeur. On m'a souvent conseillé de ne pas m'aventurer à la recherche de ces épées. On m'a dit également qu'il était même dangereux de les posséder. Je crois qu'il me faut élaborer un autre plan, monseigneur Arioche. Il n'y a pas d'autre solution. Si ce n'est pas toi, c'est Irkun qui les aura. Avec Moonblade dans une main et Stormbringer dans l'autre, il sera invincible, car elle confère un grand pouvoir à celui qui les possède. Un pouvoir immense. Arioche se tut. Tu dois faire ce que je te dis. Tu as tout à gagner. Et vous aussi, seigneur Arioche? Oui, moi aussi. Je ne suis pas tout à fait désintéressé. Elric hocha la tête. Je ne sais plus que faire. Toute cette affaire relève beaucoup trop de la sorcellerie. Je soupçonnerais même les dieux de nous manipuler. Les dieux servent seulement ceux qui sont disposés à les servir eux-mêmes. Ils servent aussi le destin. Je n'aime pas tout cela. Capturer Irkun, c'est une chose. Le devancer et m'emparer moi-même des épées, c'en est une autre. Telle est ta destinée. Ne puis-je modifier ma destinée? Arioche secoua la tête. Pas plus que moi. Elric caressa les cheveux de Simoril qui dormait toujours. Je l'aime. Elle est toute ma vie. Tu ne parviendras pas à l'arracher à sa torpeur si Irkun découvre les épées avant toi. Mais comment et où vais-je pouvoir les trouver? Tu franchis la porte des ténèbres. Je l'ai laissée ouverte, mais Irkun ne le sait pas. Puis, tu cherches le tunnel sous le marais qui aboutit à la caverne des palpitations.
C'est là que sont cachées les épées runiques. Elles sont là depuis que tes ancêtres les y ont laissées. Pourquoi les y ont-ils laissés? Tes ancêtres manquaient de courage. Le courage d'affronter qui? Vous êtes très mystérieux, Seigneur Arioche. Les seigneurs d'en haut sont toujours ainsi. Fais vite, je ne peux pas laisser la porte des ténèbres ouverte très longtemps. Très bien, j'y vais. Et Arioche disparut. Elric appela Divim Tvar d'une voix rauque et brisée. Celui-ci apparut aussitôt. Elric, que s'est-il passé? Est-ce à cause de Simoril? Vous semblez... Je vais me lancer seul à la poursuite d'Irkun. Vous allez retourner à Melniboné avec nos hommes. Vous emmènerez Simoril. Si je ne suis pas de retour avant un certain temps, vous la proclamerez impératrice. Si elle dort toujours, vous serez alors le régent en attendant qu'elle se réveille. Divim Tvar fit doucement. Vous savez à quoi vous vous exposez. Elric hocha la tête. Non, dit Vimtvar. Je ne sais pas. Il se leva et s'éloigna. La porte des ténèbres s'ouvrait devant lui.